Et je vais appeler les prochains participants à la prochaine table ronde et céder le micro ensuite à Patrick pour l'animer. Donc, sont invités à la table ronde numéro 2. Vous avez un peu de pression. Vous commencez à avoir quelques questions quand même qui ne sont pas faciles. Donc, Laurence Saffon, qui est médecin, représentante aujourd'hui dans ses nombreuses fonctions de l'URPS médecin, qui est secrétaire générale, si je ne dis pas de bêtises, Laurence, de l'URPS. Émilie Prin-Lombardo, Émilie, qui est là, merci Émilie, qui est directrice de la qualité, sécurité, partenariat usager au CHU de Montpellier. Je n'ai pas dit de bêtises, Émilie. Super. Gwenola Ster, qui est directrice générale du groupe Ster Santé, qu'on a déjà largement cité, le groupe dans les différentes expériences partenariat en santé. Philippe Jourdi, ici présent, qui est délégué régional de la FEHAB, de la Fédération des établissements hospitaliers, je lis, Philippe, pour ne pas dire de bêtises, des établissements hospitaliers d'aide à la personne privée non lucratif. J'ai fait attention, j'ai fait réviser avant. Et puis André Gavarche, qui est président de France Asso Santé, que vous connaissez tous désormais, puisqu'il est présenté dès ce matin. Voilà, Patrick, je te cède le micro. Merci Jean-Jacques. Donc, vous avez été présenté. Comme on a pris un petit peu de retard, il va falloir gérer nos timings, parce que je sais que certains d'entre vous sont bavards. J'aurais une première question concernant vos organisations, associations, structures. La première question, quelles sont la vision de vos structures ou les actions menées par vos organisations par rapport au partenariat en santé? Et je propose que André, tu puisses commencer. Alors, j'ai déjà abordé un peu le sujet ce matin dans mon introduction. Donc France Asso Santé regroupe donc à la fois les associations agréées en santé et à la fois les représentants des usagers qui siègent dans les commissions de démocratie en santé. Le partenariat en santé, comme je l'ai dit, en fin de compte, tout à l'heure on l'a dit aussi beaucoup de fois, ça ne se secrète pas, et j'avais utilisé ce matin le mot de la culture du partenariat. Alors on n'est pas sur des patients partenaires ou patients experts, etc. On est en fin de compte sur de la représentation des usagers, et comment en fin de compte les usagers peuvent permettre aussi dans leur mission de représenter l'ensemble des usagers, parce qu'un représentant des usagers ne représente pas son association, elle ne représente pas sa personne elle-même non plus, elle représente tous les usagers. Donc ça veut dire que c'est encore un peu plus compliqué, parce qu'en fait il faut avoir à la fois, je dirais, la volonté de parler au nom de tout le monde, que ce soit quelqu'un qui ait un problème psychique, que ce soit quelqu'un qui soit en situation de handicap, que ce soit quelqu'un qui a une maladie chronique, enfin voilà. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est peut-être là aussi toute la difficulté. Alors le partenariat, je l'ai dit ce matin, c'est en fin de compte aussi une autre approche, et y compris pour la qualité. On voit très bien, par exemple, si on prend les rapports de la HAS, etc., on dit à chaque événement indésirable, en fait, il faut qu'on l'analyse. Ça permet, en fin de compte, d'améliorer la qualité. Peut-être que les représentants des usagers aussi, en tant que partenaires du système, en tant que de façon de dialoguer avec les membres du système de santé, peut-être doivent alerter aussi avant ces événements indésirables. Et donc, pour moi, c'est aussi une façon de voir, en fin de compte, comment on peut améliorer en ayant une autre attitude, et ne pas attendre simplement de revendiquer ou simplement de dénoncer ou de représenter, d'agir sur les lois, etc. Mais de bien, en fin de compte, être dans une autre dynamique beaucoup plus positive par rapport au mandat que l'on a. Et puisque tu as le micro, garde-le André. Moi, je vais en profiter parce que souvent j'entends représentants des usagers, patients partenaires, c'est la guerre et tout ça. J'entends quand même que toi, tu as quand même un discours où tu positionnes chacun bien en complémentarité. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et l'un avec l'autre. Alors, c'est l'un et l'autre parce que, en fin de compte, c'est des vues différentes. Je viens du secteur familial, et en fin de compte, on est aussi souvent sensible, en fin de compte, à savoir écouter. À savoir écouter les points de vue, des points de vue différents. Les familles sont différentes, les usagers sont différents, etc. Donc c'est à un moment donné que c'est... Et après, il y a des expertises partout. Personne n'est expert totalement.
il y a des expertises et il faut savoir additionner ces expertises. Mais en fin de compte, il faut d'abord savoir écouter. Donc ça veut dire que c'est une façon de faire aussi. Et alors peut-être que je ne sais pas si on en parlera après, mais dans les interrogations que nous on a, c'est comment en fin de compte aussi dans un établissement on peut rassembler aussi tous les usagers, les patients partenaires, les associations, parce que on n'en a pas parlé beaucoup, même si c'était souvent en filigrane, puisque souvent les gens ont dit qu'ils faisaient partie d'une association. Les associations sont aussi des partenaires. C'est pas que des personnes physiques pour moi les partenaires, c'est aussi les associations parce qu'elles apportent, parce qu'en fin de compte elles apportent aussi une parole collective et cette parole collective ils l'ont construite, donc ça veut dire qu'à un moment donné elle doit être entendue aussi. Merci André. J'ai été essayé d'être court. Oui, très bien. Laurence, avec la casquette URPS, premier recours, quelle est la vision ou les actions que mène l'URPS Médecins par rapport au partenariat? Alors moi, j'ai pas de chance d'être là. Parce que Si, on a la chance de t'avoir. je suis le mauvais élève. Je suis vraiment le mauvais élève. Aujourd'hui, j'ai ma casquette URPS. Et l'URPS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Union régionale des professionnels de santé, mais médecins libéraux. C'est-à-dire, je suis élu pour représenter 13 000 médecins l'année dernière, 11 000 cette année. Mais bon, il en reste encore quelques-uns. Mais malheureusement, l'URPS n'est pas très impliqué dans le partenariat en santé parce que nous représentons beaucoup de médecins libéraux qui exercent encore seuls en cabinet. Et quand on exerce seul en cabinet, c'est pas dans notre culture de parler partenariat en santé. Alors, Dieu merci, le système de santé évolue, les médecins se mettent à exercer en structure d'exercice coordonné qui sont forcément plus sensibles au partenariat en santé. Et surtout, l'URPS est très engagé dans la création et l'engagement des CPTS. Et j'ai profité de cette journée pour discuter avec Patrick sur nos possibilités. On a de fortes possibilités de communication et peut-être de partenariat avec le COPS dans son travail sur les labels d'engagement des structures d'exercice coordonné et en faire la promotion par les CPTS. Donc peut-être une petite ouverture dans ce sens-là, en tout cas je le souhaite, mais j'ai le bonnet d'âne aujourd'hui. Ouais, vas-y. Peut-être André qui va défendre Laurence. Non, je défends. Enfin, non, mais je tenais tout de même à faire part, puisqu'en fin de compte, dans mon territoire très rural où j'habite, en fait, il y a une CPTS. Et le mois dernier, la SRA est venue faire une formation patient-traceur au sein de la CPTS. Donc, en fin de compte, on connaissait les patients traceurs dans les établissements de santé. Ça veut dire qu'à un moment donné, y compris les CPTS et donc les URPS indirectement, je veux dire aussi commencent à avoir cette notion en fin de compte de partenariat, puisqu'en fin de compte j'étais associé en tant que représentant des usagers dans cette CPTS de mon territoire à cette formation. Bien évidemment, j'ai fait le mouton noir, mais je suis quand même présidente d'une CPTS, présidente d'une maison de santé. Je travaille avec une patiente partenaire, une patiente partenaire qui est là d'ailleurs, ouais. Et qui est même au conseil d'administration de la CPTS. Donc voilà. On avance, mais pas en tant qu'URPS vraiment, quoi. Voilà. Émilie. Tu es déjà une belle illustration. Émilie, pour toi, ta vision, tes actions en tant avec la casquette de responsable qualité au CHU de Montpellier. Alors surtout plutôt au sens où effectivement je vais essayer d'élargir comme on me l'a dit, je ne peux pas représenter que le CHU de Montpellier, mais je voudrais d'abord saluer les témoignages de celles et ceux qui nous ont précédés, parce que pour le coup je pense que vous êtes l'incarnation de ce pourquoi moi j'ai envie en tant que directrice qualité d'un établissement public de continuer à m'engager dans la démarche partenariale. Et donc je pense que le principal message que je retiens aujourd'hui et qui anime la fédération, c'est l'enjeu de mettre en lumière ces expériences positives. D'abord parce que ça fait du bien et que ce que vous faites est quand même assez génial. Ce qu'on fait est assez génial. Ensuite parce que on a parlé tout à l'heure d'acculturation et de formation. C'est bien la formation, mais si on est honnête, la concrétisation c'est mieux.
Et en fait, le partenariat, le meilleur moyen de comprendre le bénéfice, c'est quand même d'entendre les gens qui en font en parler. Et donc, je pense vraiment que, enfin, en tout cas, un des premiers enjeux sur lesquels on s'engage beaucoup, c'est mettre en lumière ces expériences positives, les valoriser, s'inspirer de ces expériences pour se dire, on peut faire des choses. Donc ça, en tout cas, moi, c'est le premier message que j'ai envie de porter, parce que au quotidien, ça peut être très frustrant. Et je rejoins effectivement les questions du groupe micro que je poserai au niveau méso. C'est comment on peut soutenir sans tomber dans la frustration. Je pense aussi qu'un des enjeux qu'il faut rappeler, c'est l'enjeu, en tout cas à notre niveau, de montrer l'exemple. C'est pour ça, Laurence, que t'es par Mouton Noir, tu montres l'exemple. Tu n'es pas encore à la tête d'une armée, mais tu montres l'exemple. Et je pense que c'est un peu notre rôle, quand on représente la gouvernance d'un établissement de santé, que d'être exemplaire sur ce champ-là et de veiller, en fait, à chaque fois qu'on peut, à soutenir cette démarche de co-construction, à en montrer les bénéfices. Et j'en veux pour preuve ce qu'évoquait André à l'instant, c'est notamment l'enjeu de montrer quel bénéfice on peut tirer d'une articulation constructive entre les représentants des usagers avec lesquels on a l'habitude de travailler et la communauté plus large des usagers partenaires. Donc je pense pour moi que un des enjeux, un des défis, probablement une des opportunités qui sont les nôtres, c'est de soutenir cette démarche, parce que c'est là qu'on voit aussi que le partenariat, c'est un très fort levier de transformation des cultures, de transformation des organisations et de transformation des pratiques. Et donc, je pense qu'il y a matière à insister sur ce champ. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, ça s'adressera au niveau macro, c'est qu'il faut saisir l'opportunité des démarches d'évaluation externes. Parce que je le sais en tant que directrice qualité, aucun système n'évolue s'il n'est pas surveillé, contrôlé et un peu poussé, il faut quand même bien l'admettre. Donc heureusement qu'on a la HAS de temps en temps qui vient nous aiguillonner pour montrer un peu la qualité et qui rappelle et qui essaye de porter cet enjeu du partenariat. Je pense qu'on a matière à le présenter mieux, beaucoup mieux que ce n'est aujourd'hui dans le manuel de certification. Mais je crois là aussi que c'est intéressant qu'on puisse s'appuyer sur ces leviers-là quand on est en établissement de santé pour soutenir cette démarche auprès des équipes comme auprès des patients qui ne connaissent pas non plus tous très bien les bénéfices du partenariat. Et c'est là aussi où l'expérience positive est importante. Et puis pour finir, je pense que si on veut dépasser ce que vous évoquiez, je ne sais plus si c'est Elsa ou Célia qui l'évoquait, dépasser la personne dépendance, parce qu'à titre personnel, je peux être très convaincante si je veux sur le partenariat, pas de problème. Je ne suis pas certaine que ça marche forcément, et donc notre enjeu, c'est d'ancrer durablement cette démarche, de dépasser ces engagements individuels, et donc je pense qu'un des points sur lesquels je veux insister, c'est notre volonté de contribuer à tous les travaux qui conduiront à la reconnaissance réelle de ce qu'est un partenaire, de ce qu'il offre, de ce qu'on lui doit en retour, et de tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour en faire un système viable qui ne repose pas seulement sur l'engagement individuel et le bénévolat. Parce que, en tout cas pour moi, c'est un point de frustration quotidien terrible et que je sais partager avec beaucoup de mes collègues, que de voir la richesse de ce qu'on peut faire avec des partenaires et quand on travaille en partenariat, et d'être quand même très gêné aux entournures de ce qu'on leur demande, aux usagers comme aux professionnels, de façon bénévole. Et ça a été évoqué tout à l'heure, je voudrais insister sur ce champ. La vraie question, c'est comment on peut collectivement améliorer cette reconnaissance de l'engagement usager à tous les niveaux pour faire en sorte que ça tourne et que ça fonctionne. Et juste, regarde encore un petit peu le micro, parce que là je me suis trompé tout à l'heure, avec la casquette FHF, est-ce que la FHF aujourd'hui a des actions Alors, la FHF, pour le premier exemple qu'on peut donner, dans 2 jours, il y a les Journées internationales de la qualité en santé. La thématique, c'est le partenariat en santé. Et l'enjeu très fort, c'est présenter des expériences positives de partenariat, précisément, je pense, pour donner à voir ce que c'est et du coup, inciter les gens. Il faut vraiment qu'on arrive, il y a un enjeu d'acculturation très fort, à montrer aux professionnels comme aux patients, j'insiste, ce que peut concrètement être le partenariat dans les exemples que vous avez vous-même cités et qui malheureusement ne sont pas encore suffisamment connus pour que les personnes y voient un rôle à jouer. Merci Émilie. Gwenola, donc on l'a dit, directrice générale du groupe STER et représentante là pour cette table ronde de la FHP Occitanie. Même question, quelle est la vision par rapport au partenariat, puis les actions menées par la FHP, peut-être autour du partenariat?
Donc déjà, je remercie Madame Delphine Ballardy, qui est la présidente de la FHP Occitanie, de m'avoir permis d'animer cette table ronde avec l'équipe pour parler des actions de la FHP. Donc la Fédération d'hospitalisation privée, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fédération qui a pour objectif de défendre les intérêts des patients, des professionnels et également des établissements de santé. Et dans ce cadre-là, de porter aussi la voix de ces établissements auprès des organismes nationaux qui peuvent améliorer le système. Notre fédération, elle est très engagée sur le partenariat en santé. Ça fait partie de nos axes stratégiques et de notre raison d'être. Et dans ce cadre-là, nous essayons de conduire différentes actions, des actions de sensibilisation auprès des directions d'établissements et des professionnels, et également donc des actions pour essayer de faire entrer plus facilement les usagers dans les établissements de santé. Tout à l'heure, Célia disait, le partenariat en santé, c'est souvent personnes dépendantes. L'objectif des fédérations, c'est de faire en sorte d'accompagner tous les établissements dans ce mouvement en avant pour permettre de développer cela. Donc, parmi les actions qui ont été réalisées par la fédération, il y en a certaines qui ont été réalisées au niveau national. Je pense notamment à la signature de conventions cadres, hein, notamment, il y a la dernière en date, c'était avec la Ligue contre le cancer. L'objectif de cette convention cadre, c'est de rappeler la place de la personne en situation de maladie, mais également de faciliter les liens entre les comités départementaux et les établissements de santé. Au niveau régional, il y a eu aussi une action avec France Asso Santé, puisqu'il y a une convention qui avait été signée pour permettre le déploiement de la silhouette. La silhouette, c'est un personnage cartonné qui permet d'expliquer le rôle de l'usager dans les établissements de santé et de donner aussi les contacts pour contacter les usagers. Parmi les autres actions que nous conduisons, il y a l'accompagnement sur des webinaires, des actions de sensibilisation auprès des établissements de santé. Cette année, l'année 2025, a été une année où nous avons organisé la première semaine du partenariat en santé. Donc, c'est la semaine prochaine, c'est là pour la FHF, et c'était au mois de juin pour la FHP. Et cette semaine a eu un grand succès, hein, puisque c'est plus de 1000 établissements adhérents qui ont participé à cette semaine pour partager les expériences, se former, développer des actions et aussi partager des bonnes pratiques. Enfin, je donnerai peut-être un dernier exemple. C'est une opération que nous allons mener début décembre qui s'appelle Ma clinique est fantastique. Alors, Ma clinique était fantastique, c'était une opération au départ pour aider les jeunes à venir découvrir les métiers de la santé dans les établissements de santé. Et aujourd'hui, on se rend compte que les établissements de santé ouvrent leurs portes aussi aux patients partenaires pour venir découvrir la santé. Voilà. Et puis, parmi les autres actions que nous conduisons à l'heure actuelle, il y a une grande enquête qui est réalisée sur l'intelligence artificielle pour savoir comment cette intelligence artificielle pourrait aider les établissements de santé, notamment pour libérer du temps aux soignants, pour consacrer du temps au partenariat en santé et aussi donc développer les plus d'interactions humaines, je pourrais le dire comme ça. Et puis je pense que l'intelligence artificielle, ça permet aussi de personnaliser l'information, d'être peut-être une aide à la décision pour avoir un choix thérapeutique qui soit peut-être plus facilement éclairé et partagé. Merci. Voilà le message que m'a demandé de vous transmettre Madame Ballardy. Donc la FHP dynamique sur ces sujets. Philippe Jourdi, donc délégué régional de la FEAP, je vous laisserai dire exactement, je vais le dire, Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif. Donc pour vous, Philippe, quelle est la vision de la FEAP par rapport au partenariat et puis les actions que peut mener la FEAP? Alors, le F de FEAP voulant dire fédération, automatiquement, à l'intérieur, il y a un certain nombre d'adhérents qui n'ont pas obligatoirement une vision monolithique. C'est ce qui fait aussi le charme de la FEAP, qui ne représente pas tout le secteur non lucratif, mais une bonne partie, et notamment au départ au niveau sanitaire, et progressivement qui s'est ouvert au médico-social. Sa particularité, c'est que la gouvernance est assurée pratiquement exclusivement par des fondations, des associations, et donc tout le monde citoyen est bénévole. Et donc on pourrait penser, si on prend l'exemple d'une association comme l'APF France Handicap, que étant créée par les personnes concernées, automatiquement, ça ne pose pas de problème. Or, on s'est rendu compte progressivement qu'on avait exactement les mêmes problèmes que les autres. Et quand on a commencé à réfléchir le pourquoi, on s'est trouvé un petit peu bête. Il y a eu deux éléments qui ont été importants. Le premier, ça a été les 20 ans de la loi de 2025, dans lequel c'était pas très compliqué avec la loi 2025, la loi 2002 qui était juste avant, qui avait défini les droits de la personne handicapée, en disant tout simplement c'est un citoyen, donc c'est une personne.
Donc on ne devrait pas s'embêter encore avec les usagers. J'étais ravi d'apprendre que l'HAS avait suivi le mouvement. Mais, et de l'autre, qu'on pouvait, que 20 ans après, on en était encore à se poser des questions entre l'objet de soin et le sujet de droit. Et c'est ça qui a créé une forme de déclic, de se dire pourquoi on n'y est pas arrivé, puisque c'était évident qu'on est convaincu qu'on a la gouvernance qui est souvent dans laquelle il y avait des personnes aussi en situation de handicap qui étaient dans les conseils d'administration, des personnes âgées. Comment se fait-il qu'on ait loupé un petit peu cet aspect? Le deuxième, ça a été la Covid qui a permis d'un seul coup d'ouvrir, puisque d'un seul coup, tous les établissements pour enfants, il a fallu les fermer et renvoyer les personnes, les enfants chez eux, les enfants, les adolescents. Et donc ça a créé un mouvement assez intéressant, c'est-à-dire que les éducateurs, bon nombre d'entre eux, sont allés au domicile et ont commencé à comprendre un certain nombre de choses. Et de la part des familles aussi, elles ont compris aussi ce que pouvait apporter, face à des situations un petit peu difficiles, ce que pouvait apporter un éducateur qui semblait, bon, c'est pas impressionnant, un éducateur, il n'a même pas de blouse blanche, donc, mais ce qu'il pouvait apporter assez rapidement avec quelques mots pour calmer. Donc on a eu cet événement-là, et puis on a eu aussi des professionnels qui sont allés dans des établissements pour adultes, et ainsi de suite, et qui ont continué à le faire. Et puis on a eu dans les EHPAD, d'un seul coup, de se rendre compte que, oui, peut-être que l'organisation qui était basée comme sur un modèle hospitalier, on en était arrivé à calculer le temps de la toilette, etc., comme si tout le monde n'avait peur de la grande visite du patron qui allait arriver, qui allait engueuler tout le monde. On ne pouvait pas faire autrement et que faire une matinée pyjama, c'était peut-être pas mal, et que finalement, c'était peut-être pas très grave si la personne s'y trouvait bien. Donc ces éléments-là ont créé un petit peu un certain nombre de secousses. Et puis après, bon, il y a eu tout le système formation, le système aussi de l'intellectualiser aussi, et puis d'ouvrir aussi d'autres choses. Maintenant, on parle d'autodétermination, de pérédance, il y a des tas de mots qui existent. Or, il existe par exemple les groupements d'entraide mutuelle, je pense que c'est connu, les groupements d'entraide mutuelle qui existent dans les GEM, dans le secteur de la santé mentale, c'est exactement les personnes, c'était des pérédants, on ne savait pas, mais maintenant on le sait, ça s'appelle comme ça, des personnes qui s'aident entre elles et qui gèrent même leur budget, à tel point que quand on dit qu'une association gère un GEM, non, ils se font engueuler si le placement a été mal fait, si ça n'a pas été payé. Donc on a renversé les données, elles existaient déjà, et peut-être qu'on ne l'avait pas vu. Donc cette évolution-là, on en est là aujourd'hui. Et la FEAP par rapport à ça, la FEAP porte tout cet ensemble-là, le matérialise, le met en place avec des groupes de travail au plan national. Il y a une commission aussi des personnes accompagnées au plan national pour arriver à imbriquer tout ça. Il y a un gros travail aussi pour convaincre toutes les gouvernances pour pouvoir arriver à faire en sorte que, il faut qu'ils s'ouvrent aussi un petit peu plus. Mais s'ouvrir, c'est une chose. Ce qu'on appelle la personne assise sur le strapontin et on dit ça y est, il y a une représentation, mais aussi qu'on soit en capacité de l'écouter, de mettre en place. Et c'est là que ça se complique. Donc tout ce qui a été dit sur l'ouverture des professionnels et ce qui a été dit dans la table ronde précédente, j'ai envie de dire à Romain, oui, on met des moyens un peu différemment, et d'ailleurs on l'a montré avec Café & Co, puisque en son temps je dirigeais l'ASEI, et on a mis en place une personne justement pour pouvoir accompagner cet ensemble-là. Merci Philippe. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a 5 représentants de structures, de fédérations, d'associations. On voit bien que là aussi, dans les propos, le partenariat santé est bien à l'ordre du jour. Est bien à l'ordre du jour à ce niveau, à ce fameux niveau méso. Effectivement, le deuxième temps était prévu pour la réponse aux questions. Bon, je vais le dire, dans les coulisses, on avait prévu que vous ayez les questions un petit peu à l'avance, vous ne les avez pas eues. Donc moi, je vais vous les donner, puisque je les ai notées. Donc effectivement, Romain, tout à l'heure, nous a dit les structures sont-elles prêtes pour accompagner le déploiement du partenariat en santé? Je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont été donnés. Célia, le partenariat en santé est trop personne dépendante. Comment l'intégrer? Alors je le dis avec mes mots, c'est-à-dire comment l'intégrer dans la stratégie globale de vos organisations? Julie était plutôt à nous poser la question comment valoriser le partenariat et notamment la patiente partenaire qui est aujourd'hui bénévole, comment médiatiser à plus grande échelle. Et enfin Elsa,
l'ADENA était aussi autour de ce déploiement à plus grande échelle du partenariat. Je vous les ai donnés tout en vrac. Il nous reste à peu près, et on aura encore un autre temps, donc il nous reste à peu près 5 minutes pour essayer d'apporter des éléments supplémentaires, pas forcément des réponses, mais des éléments supplémentaires. Qui veut prendre la main? Émilie. Oups, Émilie. C'est moi de vous avoir brutalisé. Je pense qu'à minima, notre présence aujourd'hui, c'est déjà au moins une première réponse. Je reconnais qu'elle n'est pas suffisante, j'en ai conscience, mais néanmoins, ça veut dire qu'on représente nos structures et nos fédérations, pour toutes les fédérations qui sont les nôtres, dans notre engagement à le développer parce qu'on en est convaincus. Après, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a toutes les réponses. En fait, je viens aujourd'hui chercher aussi des réponses sur comment on peut l'étendre à plus grande échelle. Mais malgré tout, je me dis, à notre échelle, on a un rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc je pense qu'on incarne des structures et des fédérations qui sont convaincues des bénéfices et qui cherchent, à chaque fois qu'elles en ont l'opportunité, à avancer un peu vers l'objectif. Gwenola ? Je rejoins tout à fait ces propos. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on témoigne dans cette instance qui est un petit peu dédiée à ça. Mais en tant qu'on est tous des professionnels de santé, moi je suis directrice d'établissement de santé, et dans ce cadre-là, je suis aussi amenée à faire des témoignages. Et je pense que tous les témoignages qui peuvent être portés, même en tant que directeur d'établissement, est un témoignage qui peut inciter à se lancer. Alors, je suis pas modeste, hein, mais que Aurore Méditerranée ait été citée 3 fois, ça me fait énormément plaisir. Parce que c'est vrai que ce partenariat en santé, on l'a initié dès la construction du bâtiment avec les partenaires. Et donc, savoir que ça finalement, 2 ans après, ça continue de faire des petits. Et c'est aussi ça, cet exemple qui peut montrer que à tout niveau, c'est possible, et que ça apporte du mieux dans le soin et ça apporte plus de qualité de vie au travail aussi aux équipes. Laurence. Oui, alors je voulais juste dire également qu'on est en marche. Voilà, moi je suis aussi professionnelle de santé, je suis médecin. Je rejoins quelqu'un qui ce matin a dit les médecins spécialistes ont l'habitude de travailler avec des usagers. Moi je suis pneumologue, j'exerce dans un établissement de santé. Et effectivement, c'est une acculturation que j'ai depuis longtemps, mais ça vient. Les médecins baissent leur ego, parce qu'il y avait aussi un problème d'ego, parce que nous détenions le savoir, et puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est une importante avancée à mon sens. Donc on avance, on prend conscience, et on va tous dans le même sens. Et pour les questions pour la table d'après... vous allez les poser juste après. D'accord. André. Non, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait aussi Laurence tout à l'heure. Je crois que, en fait, et en tant qu'acteur du système de santé, on a une responsabilité. On avait un système de santé qui fonctionnait parfaitement en silo. Je veux dire, chacun était spécialiste dans sa matière, chacun avait la connaissance. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fin de compte, on doit travailler différemment. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle beaucoup plus de partenariat. Parce que dès qu'on ne travaille plus en silo, on est bien obligé de travailler en partenariat, parce qu'il faut travailler avec d'autres. Avec d'autres, c'est bien une thématique transverse. Philippe, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Que dire? Si, simplement dire à Didier Jaffre qu'il arrive dans nos structures que nous associons quand on construit un établissement. J'ai un exemple très précis d'une masse qui s'est créée à Rieux-Volvestre et dans lequel c'était pour des personnes en situation qui était évolutive, et on les a associés. Je me souviens être venu un jour et je demandais à l'architecte exactement comme il l'a fait, et on m'a dit non, on a demandé aux professionnels, quand le mot usager voulait dire les professionnels, et au bout d'un moment j'ai dit stop, on va arrêter, et on a fait sur le champ, on m'a expliqué toutes les raisons pour lesquelles c'était pas possible, mais on l'a surmonté et on a réussi à faire en sorte, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui la maison d'accueil spécialisée, les personnes qui y sont, malheureusement, peut-être qu'elles ne sont pas toutes celles qui étaient au début, mais c'était chez elles. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important et des choses simples, mais simplement, il suffit d'ouvrir un petit peu les écoutilles. Comme tout à l'heure, madame le pédiatre disait, tiens, sur cette question-là, je ne l'aurais pas posée. Parfois, il n'y a pas besoin de faire des grosses choses, mais c'est un mouvement qui doit s'inverser. Dernier temps, pour conclure cette table ronde, on va passer le relais à la table plus institutionnelle. Alors de la même manière, est-ce que vous auriez des questions
Alors je sais, je connais vos questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à la table ronde qui va suivre, la table ronde un peu plus institutionnelle? Laurence, toi tu as une question. Oui, moi j'avais une question en tant qu'URPS, donc je représente les CPTS et ça nous est compliqué parce que ce ne sont pas des actions qui sont valorisées, fléchées dans nos CPTS. On détourne un peu le problème en les incluant dans d'autres missions, mais autant dans les maisons de santé, c'est fléché, il y a 2 niveaux de valorisation, autant dans les CPTS, ça ne l'est pas. Et essayer d'alléger le système pour pouvoir rémunérer nos patients partenaires sans qu'ils soient obligés de créer une société, d'avoir un numéro de SIRET. Enfin, c'est compliqué. Okay. La question est posée. André. Hop. Oui, enfin, bon, vous avez compris au vu de mes propos, la question, je veux dire, elle est simple. C'est-à-dire qu'en fait, et tout à l'heure, il y a quelqu'un du CHU de Montpellier. À Montpellier, en dehors de la CDU, il y a eu alors je ne sais plus si c'est un collectif ou un comité des usagers, un collège des usagers, voilà, qui en fin de compte regroupe l'ensemble des acteurs, que ce soit les RU qui siègent au CDU, les RU qui siègent, je veux dire, au conseil de surveillance, enfin les RU c'est les représentants des usagers, mais aussi, je veux dire, les associations qui interviennent dans l'établissement, etc. Donc, et les patients partenaires. Et en fin de compte, ils travaillent ensemble pour écrire aussi le projet des usagers de l'établissement. Alors ça se fait, je vais aussi dire par rapport à la FHP, à la clinique Pasteur de Toulouse. Donc voilà, comme ça je vous ai mis à égalité. Non, mais je crois que ça se fait partout. Ça se fait aussi dans certains DAC. Je veux dire, je pense au DAC du Tarn. Et donc la question donc la question, c'est en fin de compte, est-ce que soit la HAS, soit la RS, mais c'est aussi peut-être à la HAS, d'encourager ce genre de collectifs, de collèges, etc., qui sont des lieux informels, mais qui sont des lieux importants parce que, en fin de compte, ça amène cette culture de travailler ensemble et donc de construire des partenariats. Émilie, rapidement. Très rapidement, tu me mets la pression. Je rejoins la question de Laurence. C'est comment nous, institutions, alors comment nous, structures, et comment nous, représentants de fédération, on peut accompagner les institutions et le terrain pour arriver vite à avoir une reconnaissance de l'existence et de la plus-value du partenariat en santé, de façon à pouvoir réellement soutenir les initiatives terrain qui ne demandent qu'à éclore sur nos terrains et qu'on est frustré de ne pas pouvoir accompagner à hauteur. Ok. Je vois Véronique Gadi qui marque tout. Gwenola ? Moi, j'aurais souhaité poser la question de la formation. Je crois qu'on a vu tout au long de la journée qu'il était important à un moment donné d'accompagner par de la formation. Et au-delà du partenariat en santé, il y a aussi le partenaire ressources qui est encore plus formé. Et c'est vrai que les établissements adhérents se posent la question du choix de ces formations. Trouver un patient partenaire motivé, déjà 40 heures d'éducation thérapeutique, ça peut faire peur. Il existe des diplômes universitaires. Et est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une espèce de boîte à outils à créer, des formations plus simples et aussi quid du financement et de la valorisation de ce temps passé auprès de nos équipes. Ok, je vais me faire épicer. Je sais, il y a la réponse derrière. Mais bon. Vous avez un superbe totem là, dans la salle d'accueil sur les formations au partenariat. Mais je le dirai à mes adhérents. Alors la dernière, il fallait que quelqu'un parle un peu d'argent. Donc automatiquement, et peut-être pas de la même façon qu'on pourrait s'attendre, la question n'est pas d'avoir plus ou moins. Quand on a des déficits aussi abyssaux, ça serait pas sérieux. Simplement, à l'heure actuelle, on a l'impression quand même que le mode de financement, le mode d'administration est en fait une façon aussi de planifier l'offre et finalement de couper, d'empêcher finalement ces organisations. Quand on voit à l'heure actuelle entre le sanitaire et le médico-social, comment c'est organisé, comment c'est financé, quelles sont les différentes réflexions qui sont, incontestablement, ça induit aussi de l'entre-soi et d'une certaine façon de ne pas participer. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est aussi, on a beaucoup parlé d'établissement, mais il y a quand même le domicile qui est quand même assez important et nécessaire. Et on en parle beaucoup. Alors on dit l'aller vers, mais l'aller vers quoi ? Et l'aller vers comment ? Donc ça serait quand même important. J'aime bien les slogans, mais il y a un moment donné, c'est d'aller un peu plus loin. Donc voilà ce que j'avais à dire. Mais merci à tous. Merci vraiment. On voit que le niveau méso est en marche. Et donc, je vais vous demander de vous retirer. Et je vous remercie encore.
Get up.